Bonjour à toutes et à tous, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas fait un petit instant et même de vidéo tout court. Donc pour reprendre, je décide de faire une petite vidéo, enfin petite entre guillemets parce qu'elle risque de faire assez longtemps, un petit instant otaku basé sur, cette fois-ci un manga un peu plus connu que Sword Art Online et même très connu, le cultissime Full Metal Alchemist. Bon alors commençons sans trop tarder de vous parler d'un des meilleurs mangas au monde. Je commencerai par une petite introduction, et puis on enchaînera sur la synopsis et sur les différents personnages de l'anime. Et je précise que je parlerai pratiquement que de l'anime, Full Metal Alchemist Brotherhood, et pas de l'anime de base, le premier anime, qui est un petit peu pourri, mais vous verrez pourquoi après. Ensuite, je vais enchaîner sur les points forts et les points faibles, les raisons de regarder ou pas. Puis après, on fera une partie assez longue, analyse critique, un petit peu bordélique, mais enfin c'est pas grave. Et on finira avec une conclusion et diverses informations nécessaires. Voilà, donc sur ce, bon épisode. Introduction. Full Metal Alchemist est avant tout un manga créé et illustré par Hiromu Arakawa, une mangaka surtout connue pour justement Full Metal Alchemist, que j'abrégerai FMA pour des raisons logiques. Il est à savoir que c'est un manga terminé depuis 2010, l'histoire du manga total est racontée en 27 tomes, de manga standard, ou 108 chapitres, comme vous le savez, 108 chapitres de 20 pages, ce qui fait à peu près 2160 pages de dessin, ce qui est relativement conséquent quand même, il faut l'avouer, mais pas autant, et comparé à d'autres mangas de nos jours. Ouais, voilà. Ce manga a subi de nombreuses déclinaisons sur différents supports, un premier animé qui est diffusé de 2003-2004 dont je ne parlerai pratiquement pas, des light novels, des jeux vidéo, des films d'animation, et puis un second animé dont je parlerai tout le long. En plus encore toutes les autres petites conneries aux côtés des goodies, enfin vous voyez tout le gros bordel que seul un bon gros... je vais pas dire le mot, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, achèterai. Et là vous vous dites, mais pourquoi deux animés? Un seul ça suffit pas? Eh ben, ça c'est une triste histoire. Imaginez, là, Full Metal Alchemist a 2 ans, ça marche bien, 8ème tome et tout, ça se vend bien. Et puis alors on décide de faire un animé. Sauf que les gens qui ont fait cet animé, ils n'ont pas vraiment réfléchi, ils n'ont pas attendu que le manga y sorte pour avancer progressivement dans l'histoire. Non, ils ont décidé de finir l'animé avant que le manga soit fini. Donc c'est complètement stupide. En gros, ils veulent faire une fin, et ils connaissent pas la fin. Donc en gros, ça donne un gros bordel. Et vers l'épisode 25, enfin avant de 1 à 25 ça va, c'est moyen, mais à partir de 25 c'est un gros festival et c'est n'importe quoi, les termes ça n'a rien à voir, mais c'est normal que ça n'a rien à voir puisque le manga n'était pas sorti, donc ils ne pouvaient pas savoir ce que ça allait donner, donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Donc, je vous conseille, si vous voulez vous faire ce manga, soit de le lire, soit de regarder Full Metal Alchemist Brotherhood qui est le deuxième animé, qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup mieux. Voilà, donc avant de continuer, j'aimerais vous parler un petit peu du succès du manga, qui est assez phénoménal. Donc, certes, au Japon, c'est normal, il est très connu et tout, mais là où c'est assez intéressant, c'est que le manga Full Metal, en France, il est le 3e manga le plus vendu au monde, enfin, en France. Et donc, ben, ça c'est incroyable, parce qu'il est derrière Naruto et One Piece, alors que c'est pas du tout un manga extrêmement connu, mais en tout cas à l'époque, il était très vendu en France, puisqu'il y a à peu près 1 million, enfin je sais pas combien, mais en tout cas il y en a beaucoup en France qui ont été vendus. Et sinon pour les ventes totales mondiales, on est à peu près à 80 millions, ce qui est pas si mal. La synopsis. Dans un monde très semblable au nôtre, au début du XXe siècle, les lois sont régies par une science très importante qui permet de grands miracles, à savoir l'alchimie. Cette science particulière qui diffère de notre monde permet de grandes choses, telles que changer l'état de la matière ou modeler celle-ci, et cela juste à l'aide de cercles de transmutation, comme les appellent les alchimistes, qui permettent de capter l'énergie tectonique et de permettre une transmutation, car tout le monde le sait, pour une réaction, il faut de l'énergie. Cette science est basée sur une loi fondamentale, qui est le principe de l'échange équivalent, qui veut dire en gros que pour avoir une chose d'une certaine valeur, il faut en sacrifier une autre de même valeur. 1 kg d'or, 1 kg de plomb. Je ne peux pas me retrouver avec 1 tonne de pierre et je suis parti avec une goutte d'eau, c'est pas possible. Même avec l'alchimie. Sauf si on a une pierre philosophale, et cette pierre philosophale est la seule chose qui permet de transgresser la règle et donc de transmuter à partir de rien du tout, théoriquement. En outre de cette règle de l'échange équivalent, les alchimistes doivent obéir à 3 règles, mais une principale, celle de la transmutation humaine qui permet de ressusciter les gens.
C'est le tabou ultime et ceux qui tentent de le faire en payent le prix. Comme justement les héros de l'histoire, et c'est là qu'on commence notre synopsis. Donc Edward Elric et Alphonse Elric, qui sont les deux frères principaux de l'histoire, vivent enfants avec leurs parents, sauf que leur père est un peu fuyant et jamais là. Il est parti assez tôt, quand Alphonse était encore un bébé et Edward un petit garçon. Et leur mère est attentive, gentille, donc tout va bien jusqu'au jour où elle tombe malade. Et elle meurt. Ce qui va provoquer un énorme chagrin pour les deux enfants, vous imaginez bien, hein, comme dans tous les mangas, il faut forcément qu'ils soient orphelins, entre guillemets, et vont tenter en tout cas une transmutation humaine, donc ils vont faire des recherches sur l'alchimie, comment est-ce qu'on va faire pour ressusciter quelqu'un, donc ils font des préparatifs et se disent au final qu'ils n'ont pas grand chose à perdre, même s'il faut sacrifier une partie pour en obtenir, enfin il faut sacrifier une chose d'une même valeur pour en obtenir une autre, donc ils se disent on n'a rien à perdre, on le fait. Et lorsqu'ils le font, là c'est le grand drame, Alphonse perd son corps. Il le perd vraiment, il n'est plus là, il a disparu alors qu'ils ont fait une transmutation. Et Edward a perdu sa jambe gauche. Et vous imaginez un petit peu l'atmosphère, quoi. Et si seulement ça avait ramené leur mère, limite pourquoi pas. Sauf que c'est même pas leur mère qui est au centre du cercle, c'est une espèce de machin difforme avec des organes qui traînent un peu partout. Et un truc qui n'aurait même pas d'âme, qui vivra à peine, ce cadavre aurait vécu à peine quelques minutes. Et Edward éclate en sanglots en voyant que son frère s'est sacrifié pour rien, et tente justement de le ramener à la vie. Cette fois pas à travers une transmutation humaine, mais en ramenant son âme. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ramener une âme, c'est pas autant grave que de ressusciter quelqu'un vraiment. Donc il ramène son âme et la transpose dans une armure. Et c'est pour ça que quand on vous parle de Full Metal Alchemist, vous avez vu des images, vous voyez souvent un garçon blond, qui est Edward, avec une grande armure. Et cette grande armure, c'est Alphonse. Son âme est emprisonnée dedans. Elle est emprisonnée dans un corps qui ne peut ni manger, ni boire, ni dormir. Ce qui est assez affreux, on va dire. Mais c'est un corps immortel, entre guillemets, parce qu'il ne peut pas mourir, sauf si on détruit le sceau qui est dans son cou. Voilà, donc après ça, Edward va se faire va se faire mettre des prothèses qui sont appelées automail dans l'animé, qui sont des prothèses assez développées, plus développées que ce qu'on a maintenant, qui sont assez performantes et assez intéressantes, on va dire. Ça fait un univers un peu steampunk comme ça, donc c'est assez cool. Et surtout, Edward va découvrir que les nouvelles capacités en alchimie, celle de transmuter sans cercle, ce qui est pratiquement impossible. Parce que pour transmuter, il faut un cercle qui puisse capter l'énergie, etc. Et Edward remarque qu'il n'a pas besoin de ces cercles. Ce qui va lui permettre d'obtenir le statut d'alchimiste d'État, qui est un alchimiste à la solde de l'armée. Et il faut savoir que l'armée, dans l'animé, est très importante parce qu'elle dirige le pays dans lequel ils sont, car c'est un pays assez très militaire, qui fait un peu penser à l'Allemagne du Deuxième Reich, deuxième, troisième, enfin à peu près. C'est un pays assez rond, donc c'est pour ça que ça fait un peu penser. Il va, grâce au fait qu'il soit à l'armée, ça va lui permettre d'avancer dans ses recherches, car maintenant le but des frères Elric, c'est de retrouver leur corps. Et ils ont vraiment besoin d'informations, donc d'être dans l'armée pour obtenir plein d'informations sur la pierre philosophale, retrouver leur corps, etc. Et c'est justement là que commence le manga. Bon, pour faire rapidement sur les personnages, nous avons, vous savez déjà, les frères Elric, qui sont toujours ensemble, ou presque. Ensuite, nous avons Van Hohenheim, qui est le père, justement, d'Edward et d'Alphonse, qui est quelqu'un qu'on voit pratiquement pas dans l'animé au début, mais vers la fin, ça devient quelqu'un d'assez important, et très très important, justement. On remarque, en tout cas, c'est quelqu'un d'important. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les personnages, mais je trouve quand même que c'est un personnage assez énigmatique, mais qui est intéressant. Vous le verrez en regardant l'animé. Puis nous avons Winry Rockbell, amie d'enfance des frères Elric, et également mécanicienne d'Edward, qui lui permet d'avoir un bras, une jambe fonctionnelle. Elle est orpheline et vit chez sa grand-mère. Ils sont tous orphelins, les enfants, c'est normal. Et puis comme dernier personnage principal, je pourrais mettre Roy Mustang, un colonel dans l'armée, qui est également alchimiste et surnommé alchimiste de flamme, qui est un des plus puissants alchimistes au monde, et qui a pour vocation, enfin pour but, de devenir fureur du pays, oui ça se dit fureur, et de diriger le pays afin de pouvoir le protéger. Oui, c'est quelqu'un de très visionnaire qui voit très loin. Ce Roy Mustang. Donc voilà, les personnages principaux, j'ai dit ce qu'il fallait, sans spoiler, sans rien, c'est parfait. Donc maintenant on va passer
aux points faibles. Alors, commençons par ce qui est le plus dur à trouver, les points négatifs. J'ai trouvé que l'histoire était un peu sans dessus-dessous. Alors, qu'on soit clair, j'ai pas trouvé l'histoire nulle. L'histoire, je la trouve bien. Mais ce que j'ai trouvé nul, c'est la manière dont elle est racontée à certains moments. Surtout dans la deuxième partie de l'animé, où quand Edward et Alphonse se séparent, ou quand il y a plusieurs personnages, il y a beaucoup de personnages en même temps, ça devient vraiment brouillon. Ça va dans partout, et des fois je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il était là avant, ou comme ça. Donc j'ai trouvé assez ça brouillon. Je sais pas si c'est que moi ou comme ça, mais moi j'ai trouvé qu'ils auraient pu faire mieux. Et c'est aussi le cas dans le manga, hein, c'est pas seulement dans l'anime, c'est dans le manga également. Sinon, un autre point négatif, et celui-là il est plutôt personnel, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les pays aux alentours, genre Drachma qui est le pays du nord, Xing qui est le pays de l'est, donc c'est le seul à peu près on sait quelque chose. Amestris, donc le pays central, ça je n'ai pas parlé, mais le pays dans lequel se passe l'histoire, Amestris c'est le seul où on sait des choses, sinon les autres on ne sait rien. Amestris c'est un pays qui est rond, comme je l'ai dit il ressemble un peu à l'Allemagne, mais Drachma, le nord, on sait rien. L'est, Xing, on sait à peine que ça ressemble un peu à la Chine, mais c'est tout. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, un peu triste qu'on manque d'informations, mais après c'est surtout moi que... c'est surtout mon problème, donc faut pas prendre ça comme un point négatif principal. Et éventuellement, comme autre point faible, on pourrait citer les musiques qui sont pas franchement extraordinaires, à part une ou deux, mais franchement, de tête je pourrais en chanter que une, donc elles sont pas tellement extraordinaires, même pas du tout, elles sont à peine banales, certaines assez pourries, donc c'est une des reproches, en tout cas une des grosses reproches que je ferais à l'animé, ce serait leur musique. Alors maintenant les points forts. Comme point fort, je citerai pour contrer mon premier point faible, l'histoire. Donc cette fois-ci on va pas parler du déroulement de l'histoire, mais plutôt de l'histoire en elle-même. Et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien, elle était racontée, il y avait beaucoup de changements de tournure, de changement de situation, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vraiment bien foutu, bien ficelé. Même si c'est raconté de manière bordélique. Sinon, comme deuxième point fort, les scènes d'action, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient vachement stylées, avec l'alchimie, ça rend bien, c'est stylé, c'est pas du hollywoodien et tout, non justement c'est du japanimation mais bien fait, vous voyez, non, moi j'aime bien le style. Sinon, des personnages attachants, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très attachants, très charismatiques, ça c'est un point. J'ai adoré l'humour qui me faisait penser des fois à d'autres styles de manga, style Naruto, etc. C'était un humour gamin, mais voilà, moi ça me fait quand même rire, ça me touche. Mais les personnages sont quand même très stéréotypés, ça il faut le dire, comme genre un personnage qui est le dernier de son clan et qui veut le venger, blablabla, comme ceux-là aussi, oui, comme ceux-là. Les mangas se ressemblent tous au final. Sinon, les références dans le monde, enfin les références de notre monde dans ce monde, ça c'est particulier. Il y a beaucoup de références religieuses, historiques dans le manga. Par exemple, il y a les 7 péchés capitaux, ou bien le dieu du monde s'appelle Leto, et Leto c'est la mère d'Artémis et d'Apollon, voilà, une référence grecque. Sinon, il y a Amestris, le nom du pays, ben, c'est le nom de la femme du roi Xerxès, et Xerxès est également le nom d'une... Xerxès est également le nom d'une antique civilisation dans l'anime, enfin dans le manga. Le pays à l'est, Xing, il ressemble à la Chine, Drachma ressemble à la Russie, enfin bref, il y a tout plein de similitudes. Comme justement je vous avais dit, Amestris ressemble à l'Allemagne. Bah, le chef de Amestris s'appelle le Führer, c'est le chef armé. Et en plus, le truc le plus comble, c'est que non seulement il s'appelle Führer, mais en plus il lui ressemble, donc c'est... Enfin voilà quoi, on a bien vu la référence. Sinon, comme autre truc assez incroyable, enfin, moi je trouve ça incroyable, mais vous voyez le nom de Van Hohenheim, le père d'Edward et d'Alphonse. Eh bien, il est tiré du célèbre, attendez 2 secondes, je vais voir sur Wikipédia. Ah voilà, Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, ou plus simplement Paracels, qui a beaucoup contribué à l'alchimie européenne, donc voilà, tout est lié. Et en plus c'était un Suisse, donc respect. Bon alors je m'arrête là, hein, parce que sinon il y en aurait une plombe de similitudes et de références. Donc j'ai dit le principal de ce que je pensais, enfin je trouvais des choses de base de cet animé. Maintenant on va passer à la partie spoiler, et donc ceux qui veulent pas être spoilés, vous partez à la minute je sais pas combien, ce sera marqué, et basta. L'analyse entre parenthèses. L'analyse que je vais faire n'est pas vraiment une analyse à proprement parler, mais j'y parlerai du fond du manga, de son message, puis des différents symboles. Donc pour commencer, le signe de l'alchimie.
Donc vous avez vu ce signe que je vous ai montré avant. Là je vais un petit peu montrer ce que j'en pense, donc c'est une hypothèse. Hein. Mais je pense que la croix, c'est la résurrection du Christ pour coller à l'animé, ressusciter les morts. Le serpent qui est enroulé autour renforce cette idée de résurrection, parce que je pense que c'est le dieu grec Asclépios qui était le dieu de la médecine, donc voilà, ça se lie, dieu de la médecine, ressuscite. Ensuite, la couronne en haut, je suppose que ça représente Dieu, le Seigneur, quoi, celui qui est en haut, et les ailes, ça représente les alchimistes qui essayent de s'initier, enfin eux-mêmes de se monter à l'étage de Dieu, mais presque parce qu'ils sont en dessous. Parce que pour que ça colle justement l'animé, ces alchimistes, ça tourne un peu autour de ça justement, les alchimistes qui se trouvent plus proches de Dieu parce qu'ils sont capables de quelques miracles. Donc voilà, je vous ai fait part de mon hypothèse, après c'est qu'une hypothèse. Hein. Alors en second, j'aimerais aborder l'idée de la porte de la vérité. Ceux qui ont vu le manga voient très bien de quoi je veux parler, cette porte qui est propre à chaque individu, qui selon le manga représente son potentiel d'alchimie dans sa globalité, et par conséquent, sans cette porte, pas d'alchimie. Il va de soi que cette porte représente le péché ultime ou originel dans le manga. Je ne vous le cache pas, l'originalité n'est pas du tout au rendez-vous, hein, comparé à d'autres choses comme... Tu verras, Gaara, je vais devenir Hokage, quoi qu'il en coûte. Mais je trouve franchement qu'FMA fait preuve d'ingéniosité. Je sais que c'est pas forcément exactement la même chose, comparer Naruto avec Fullmetal Alchemist, mais vous juste montrer que c'est pas original. Mais ça reste quand même une bonne idée. Pour ceux qui l'ignorent, donc pour revenir à ce que je disais avant, le péché originel est la désobéissance. Dans la Bible, par exemple, vous savez, cette Ève qui a mangé le fruit malgré l'interdiction et qui a provoqué son expulsion du jardin avec Adam. Et vous allez me dire, mais comme par hasard, c'est une femme. Hein, je vous vois à venir, les féministes. Eh ben, ma foi, j'y peux rien. Bon, eh bien, dans FMA, la faute est celle d'avoir voulu défier Dieu et de créer un être humain. C'est ça le péché, en fait, dans Fullmetal Alchemist, c'est de créer un être humain, alors que seul Dieu en est capable. Et en effet, c'est la seule règle à laquelle les alchimistes doivent se tenir. Enfin, je vous avais dit qu'il y en avait 3, mais... Enfin, l'autre, c'est créer de l'or, pour éviter des problèmes d'argent. Et la troisième, c'est se rebeller contre l'armée. Parce que vous savez que le pays c'est dirigé par l'armée, donc voilà. Mais contrairement à créer des êtres humains, les deux autres, c'est pas vraiment dangereux, je veux dire. Se rebeller contre l'armée, c'est dangereux, effectivement. Mais créer un être humain, vous allez en souffrir à l'instant même où vous le faites. C'est ça que je veux dire. On peut donc clairement voir une faute à vouloir créer une âme ainsi qu'un corps humain. Quoique le corps humain, moins. Par conséquent, ceux qui tentent cette transmutation ouvrent la porte de la vérité, et justement la vérité est que c'est impossible, et en paye le prix. Il est à savoir que la porte n'est pas du tout une invention de Arakawa, elles ont déjà été évoquées au nombre de 12, et toutes ont une clé et renferment un pouvoir mystérieux. Ça, je vais aller chercher sur Wikipédia, hein, faut pas comprendre. Hein. Si vous voulez mon avis sur cette fameuse porte de Fullmetal Alchemist, je pense que Arakawa aurait pu élargir le péché, pas qu'aux êtres humains. Ici, on a un condensé de beaucoup de références bibliques, mais pratiquement aucune c'est compliqué à dire ça, hein. Innovation, voilà. Innovation réelle sur ce point, et je pense que par exemple, faire une loi qui interdise la création de toute âme vivante, pourquoi un chat vaudrait moins qu'un humain? Réfléchissez à ça. Ensuite, abordons la question de Dieu et des homunculus, ainsi que de la pierre philosophale dans le manga. La question de Dieu est présente tout le long du manga. L'alchimie, par exemple, est un exemple du fait de créateur, car comme dit à un moment dans le manga, les deux mains jointes avant la transmutation ressemblent beaucoup à la prière, comme une invocation du Tout-Puissant, en quelque sorte. Dieu est également représenté comme notre double qui garde notre porte de la vérité, et je pense que ça veut vouloir dire que Dieu est en nous, et que nous faisons partie de l'univers autant que lui. C'est en lien avec la phrase qu'Izumi Curtis, la prof d'Edéal, donc celle qui lui aura appris l'alchimie. Elle aura apprise cette phrase « un et tout n'est qu'un », qui signifie en gros que un c'est moi et que tout est le monde et que je fais partie de ce monde et que c'est un cycle infini. Nous faisons partie d'un ensemble qui se recycle sans cesse, je meurs pour nourrir la terre, les insectes et je me nourris moi-même, etc. Le principe de l'échange équivalent qui veut dire que rien n'est perdu et que personne ne peut transgresser cette loi en ressuscitant, justement. À part Dieu, évidemment. Mais pour revenir à Dieu, c'est tout simplement une interprétation, mais je trouve que le manga veut montrer que Dieu n'est pas si amour qu'on puisse le croire. Et que ceux qui tentent de l'approcher, les alchimistes donc, voient la vérité à travers la porte de la vérité, et remarquent que leur Dieu à eux, enfin le Dieu
est très cruel et strict, et que si on enfreint une loi, eh ben, on en paye le prix. Il n'y a pas moyen, Dieu ne pardonne pas. Enfin, ce serait plus à creuser, mais je passe à la suite, sinon on va jamais finir. Donc passons au second dieu, le faux. Celui qu'on nomme le père, en tout cas, les homonculus l'appellent comme ça. Alors pour rappel, un homonculus est un être artificiel qui a été créé... Enfin, c'est pas vraiment une transmutation humaine, enfin, c'est un humain artificiel mais différent. Si vous voulez, on a mis une pierre philosophale dans un être vivant. Et ça a fait un homonculus. Dans le manga, il existe au total 8 homonculus, un de base qui se fait appeler père, par ses enfants, et justement c'est 7 enfants qui représentent les 7 péchés capitaux, dont c'est séparé 7 homonculus de base. Donc les 7 péchés capitaux, ils se nomment donc Vrat, Sloth, Greed, Lust, Envy et Gluttony, et finalement Pride, qui sont les 7 péchés en anglais, et en français ça donne colère, paresse, cupidité, luxure, envie, gourmandise et finalement orgueil. Ce sont des êtres quasiment immortels et qui se régénèrent peu importe les blessures, sauf Vrat, celui qui représente la colère. Le fameux père en question veut, devinez quoi, devenir parfait comme Dieu. Donc pour cela, il se sépare de ses homonculus, il se sépare, enfin pas ses homonculus, mais il se sépare de ses émotions. Et ainsi il devient parfait, il veut devenir l'égal de Dieu. C'est tout un projet qui tourne autour de ça. Et puis au final, la morale, ça veut dire qu'il pense être parfait, mais au fond, on le voit à la fin, il n'est que malheureux, il cherche à être parfait. Il cherche à contrôler Dieu, justement. Et c'est ce qui va se passer dans le manga, mais c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas vraiment original dans un certain sens, mais c'est pas mal, c'est bien amené. Personnellement, pour revenir à ces péchés, je trouve que ce n'est pas très intelligent d'avoir regroupé 7 choses comme ça. Donc là, je critique pas le manga, hein, je critique l'Église catholique. Et de les avoir décrites comme mauvaises. Je pense qu'au contraire, un être parfait et être parfait, c'est simplement être heureux. On doit posséder la colère ou la paresse pour être heureux. Même la luxure ou l'orgueil, je sais pas, mais ces 7 péchés, on en a besoin pour être heureux, parce que quelqu'un qui s'interdit tout ça, c'est pas possible, c'est... Enfin voilà. En tout cas, à mon sens, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais là, je critique pas le manga, hein, c'est une critique personnelle, je sais pas pourquoi je dis ça. Juste ce que je peux critiquer, c'est que la mangaka, elle a pris 7 péchés capitaux et les a mis dans son manga, copié-collé, rien du tout, rien à foutre. Et elle a fait ça pour beaucoup de choses, et je trouve que c'est un peu dommage. Et l'alchimie, c'est encore une bonne invention, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien dans ce truc. Je dis pas qu'elle a tout copié, mais il y a des choses qui sont copiées telles quelles, et j'aurais aimé qu'elle prenne genre, à la place de 7, ben, il y en a 9, et puis elle les change complètement, vous voyez le genre. Ou bien elle fasse autre chose. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que le manga est fin, malin, il utilise beaucoup de références, mais qui ne sont pas assez exploitées à mon sens, ou des fois justement trop, et surtout beaucoup trop, tel quel. Il les prend tel quel, et puis les... Ouais, c'est pas assez... Si vous voulez, c'est comme vous prenez un truc, et puis vous le laissez tel quel. C'est pas bien. Si vous prenez une bonne source, d'accord, c'est cool, mais autant parler par vos propres mots, utilisez votre propre instinct. Enfin bref, je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez saisi l'idée. J'aurais aimé voir un peu de rébellion dans ce manga contre l'Église catholique. C'est vrai qu'on le voit à des moments, mais pas trop. J'aurais préféré vraiment beaucoup. Une rébellion contre cette Église catholique qui a imposé son droit sur notre culture, qui osait dire qu'est-ce qu'on devait dire, nos sentiments, etc. Et comme dit Greed, donc l'homonculus à un moment... Je voudrais avoir le pouvoir de ressusciter. Je voudrais beaucoup d'argent. Je voudrais séduire plein de femmes. Après, je voudrais pouvoir protéger le monde. En fait, ce ne sont que de simples désirs. Des résolutions qu'on prend sans y croire. D'après moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais désirs. C'est parce que les humains veulent les classer en catégories qu'ils sont aussi compliqués que ça. Donc vous voyez, la mangaka veut passer le message que je viens de dire, mais je trouve qu'on ne le ressent pas assez. Voilà, c'est tout. Donc voilà, pour conclure, je trouve que c'est un excellent manga à regarder pour tout et rien, hein, pour se défouler, pour passer le temps, pour réfléchir sur ses actions, sur l'être parfait, etc. Je pense qu'il y a matière de réfléchir là-dessus. Le doublage français, je trouve qu'il est moyen. Des fois c'est bon, mais des fois c'est juste insupportable et j'ai juste envie de me casser les oreilles. Mais franchement, regardez ou lisez Fullmetal Alchemist, peu importe. C'est un grand manga qui est devenu culte et qui le restera pour longtemps. Je l'élève facilement dans mon top 5 de mes mangas préférés sans problème. Le manga peut très simplement vous faire pleurer de joie ou de tristesse, tellement la mise en scène, enfin le tout est bien foutu quoi.
Non, franchement, c'est un manga d'exception et il le restera. Donc je m'arrête ici, sinon on aurait pu aller plus loin, mais bon, ça va faire trop long et puis ça devient chiant après. Donc voilà. Et puis je veux pas faire 2 heures de vidéo. Donc sur ces belles paroles, je pense qu'on va se quitter. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne santé, portez-vous bien, ciao.